On sent bien que c'est pas toujours facile d'ouvrir la voie, mais en tout cas c'est passionnant pour nous. Et on va passer à la deuxième thématique qui est la suivante, appropriation citoyenne pour une transition, parce qu'on peut pas envisager une véritable transition vers un monde plus durable sans évidemment impliquer pleinement les citoyens. Je vous laisse prendre la petite zapette Manon. Et on va voir ça avec vous, Manon Villalba, parce que vous êtes chargée de mission environnement et développement durable au CPIE Littoral Basque. Vous allez nous dire que l'érosion, ça ne concerne pas que les écosystèmes ni les habitants des littoraux. Et avec votre projet Arishkoa, j'espère que je le prononce bien à la basque, ça va. Comment vous travaillez au développement d'une culture du risque sur le littoral néo-aquitain? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis chargée de mission environnement, comme l'a dit Pauline, au CPIE Littoral Basque. Donc avant de commencer sur le projet concrètement, un CPIE c'est quoi? C'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. En fait en France on est tout un réseau associatif qui est labellisé CPIE et qui agit justement pour le développement durable sur les territoires et notamment en tant que facilitateur de l'action commune en territoire. Donc en fait en France vous pouvez en retrouver 80 CPIE et il y a un réseau régional en Nouvelle-Aquitaine qui comprend 13 CPIE et on agit tous ensemble pour développer des projets communs. Donc le projet Arishkoa. Donc Arishkoa, pour répéter un petit peu, c'est en langue basque et ça signifie le risque ou le danger en basque. Et donc dans un contexte de changement climatique, on sait que ce changement climatique va justement amplifier les phénomènes naturels qui se présentent et donc les risques littoraux associés. Donc sur l'ensemble de nos littoraux, on sait qu'il y a une forte urbanisation avec un accroissement de la population depuis ces dernières années qui va entraîner justement plus de risques et plus de dangers liés à toutes ces activités humaines et pour l'homme directement. Et donc suite à tout ça, on a observé deux choses, qu'on avait un manque de connaissances vraiment sur ces phénomènes naturels et sur ces risques littoraux, mais aussi un manque de connaissances des acteurs qui sont présents sur le territoire en général et qui s'occupent de la gestion des risques littoraux. Une autre chose qu'on a observé, c'est surtout chez les jeunes générations justement, on en a parlé juste avant aussi, ce sentiment un petit peu d'impuissance et de ne pas savoir comment agir face à cette gestion des risques justement. Suite à ces constats, notre but principal, c'était de pouvoir impliquer directement les citoyens et les habitants dans ce cadre de culture des risques littoraux. Et cette culture des risques littoraux va passer par 4 phases principales. Donc ça démarre d'abord par une connaissance du risque, donc savoir que le risque existe. Ensuite, la conscience du risque, savoir ce que ce risque va impliquer justement à mon échelle. Ensuite, vous avez l'acceptation du risque. Ok, là, ce risque, ça peut me concerner aussi et qu'est-ce que ça va faire? Et enfin, donc l'appropriation du risque. Moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire face à un risque? Comment je peux agir directement et où je peux m'adapter, me renseigner et m'informer surtout. Ce qui vient à expliquer un petit peu pourquoi on a voulu développer la culture du risque. La culture du risque, c'est quoi? C'est la connaissance du risque dont on a parlé, donc toutes les études qui ont eu lieu en lien avec les risques littoraux, mais aussi la mémoire du risque. En fait, tout ce qui a été vécu dans le passé. Et donc on parle d'implication des citoyens, mais par implication des citoyens, on a besoin aussi d'impliquer les territoires plus généralement pour pouvoir nous adapter et savoir comment faire face à certaines crises et face à tous ces risques. Et c'est là où on parle de résilience territoriale qui se retrouve pleinement dans ce développement de la culture du risque. Et la résilience territoriale, c'est pouvoir revenir un petit peu à l'état initial avant qu'un certain phénomène se produise. Et c'est là qu'a vu ensuite le jour dans ses objectifs le projet Arishkoa pour le développement de cette connaissance, mais aussi de cette culture du risque en général. Donc c'est un projet qui a vu le jour en 2019, qui est porté par le CPIE Littoral Basque, nous à notre échelle, donc sur le littoral basque, et qui est financé par l'Europe, la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et aussi la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc il y a 2 objectifs principaux dans ce projet. C'est pouvoir forcément améliorer et renforcer les connaissances de ces différents risques, mais aussi la connaissance des différents acteurs locaux. Et en second plan, c'est de pouvoir proposer une sensibilisation qui soit participative et engageante aussi pour pouvoir développer cette culture du risque et du coup accompagner l'ensemble des citoyens face à cette culture du risque. Donc on vient au but principal du projet.
pouvoir réussir à impliquer les citoyens, et pour ça il faut qu'ils aient les moyens de comprendre et le sentiment de pouvoir agir face à ces différents risques. Donc pour pouvoir comprendre et mobiliser l'ensemble des citoyens, quand je parle des citoyens, donc on parle des habitants, mais aussi tout ce qui est décideurs, gestionnaires, collectivités, entreprises, c'est vraiment tous les acteurs qu'on retrouve au final sur un territoire. Donc il faut pouvoir mobiliser tous ces acteurs-là, il faut pouvoir s'adapter, et pour pouvoir s'adapter, il faut aussi favoriser l'écoute, les échanges et les dialogues entre l'ensemble de ces acteurs, et aussi pouvoir renforcer cette adaptation et cette résilience qu'on parlait tout à l'heure, pour pouvoir ensuite tous agir ensemble et en synergie. Et donc pour ça, le but du projet, c'est de pouvoir développer une approche transversale. Donc on prend en compte en fait les sciences naturelles, les sciences sociales aussi, pour ce côté un petit peu psychologie et comment on perçoit les risques, et ensuite une approche artistique liée directement en fait aux émotions. Le projet propose aussi des différentes actions de sensibilisation au plus près des citoyens justement, et des actions diversifiées, et ensuite des formations auprès de l'ensemble de ces acteurs, que ce soit local ou à l'échelle régionale. Donc c'est là où je vais vous présenter 3 actions principales du projet. Donc une des grandes actions du projet, c'est la déclinaison régionale qui a vu le jour cette année. Donc c'est un projet qui s'étend maintenant sur l'ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. On va rentrer plus en détail par la suite. On a une seconde action qui est l'appui aux collectivités. Donc c'est-à-dire qu'on travaille énormément avec les collectivités qui sont présentes sur les territoires via des différentes formations donc liées à la gestion des risques, mais aussi à ce côté psychosociologique comme je vous en parlais tout à l'heure. On développe aussi certains outils de sensibilisation et de connaissance, et on essaye d'améliorer justement l'accès à cette connaissance-là, et que l'accès soit plus facile via un centre de ressources qu'on peut retrouver en ligne, mais aussi en présentiel. La troisième action, c'est une approche art et sciences, où là, chaque année, en fait, on reçoit en résidence des binômes à la fois artistes et scientifiques qui vont développer des projets avec les écoles, des différents projets comme ça artistiques. Et ensuite, il y aura des expositions liées à ces risques pour toucher directement l'ensemble des citoyens. Et on organise aussi différentes actions de mobilisation citoyenne sur bénévolat, justement, à travers des moments conviviaux tels que des soirées risque-parties. On va partager un petit peu les mémoires, les photos et les expériences qui ont été vécues tout simplement, ou des conférences ou des cafés citoyens, etc. Donc pour reprendre plus largement la déclinaison régionale, donc nous on a développé d'abord en 2019 le projet sur le littoral basque. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup travaillé avec le Conservatoire du littoral pour développer ce qu'on appelle des sciences participatives via les bornes visio-littorales. Et l'intérêt, donc nous on se situe sur Hendaye, sur le domaine d'Abadia pour ceux qui connaissent. On a développé 8 bornes de suivi justement de l'érosion des falaises. Et grâce à ces 8 bornes, on amène maintenant chaque année les élèves de seconde sur ces bornes-là pour développer des projets liés à ces sciences participatives et pouvoir un petit peu suivre les phénomènes naturels et qui comprennent un peu autant les concepts géologiques que qui fait quoi dans cette gestion des risques. Donc on développe des projets comme ça à l'année pour pouvoir sensibiliser les jeunes générations justement à cette problématique des risques littoraux et qu'ils se sentent concernés et qui sachent aussi comment agir directement. On développe ces bornes visio-littorales, on développe ces sorties terrain avec les lycées, mais on développe aussi des groupes de conseil local, donc là un groupe de conseil de travail qui mobilise justement l'ensemble des acteurs du territoire, donc que ce soit les collectivités. Dans ce groupe on retrouve beaucoup d'enseignants, de géologues, de collectivités de type la communauté d'agglomération Pays Basque, et voilà. Et en fait là cette année, l'objectif de ce projet, ça a été de déployer ce projet sur l'ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. Donc on a lancé un appel à projet où il s'est trouvé que c'était que des CPIE qui ont répondu à cet appel à projet, mais qui nous permettent en fait d'agir sur l'ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. On retrouve le CPIE Marennes-Oléron, le CPIE Médoc et le CPIE Seignan-Sayadour. Et l'objectif en fait de ces autres CPIE-là, c'est de pouvoir développer 5 bornes visio-littorales, donc ces sciences participatives, d'amener les lycéens, donc 6 classes de lycée cette année, sur ces bornes-là, et ensuite de pouvoir créer à leur échelle leur groupe de conseil local pour pouvoir agir en synergie avec l'ensemble des acteurs de leur territoire, mais aussi selon leur spécificité. Parce que nous, sur le littoral basque, on retrouve beaucoup l'érosion, la submersion marine et le phénomène d'inondation. Mais eux, ils vont rencontrer d'autres risques qui ne sont pas forcément les mêmes sur leur territoire. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Manon Villalba pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on élargisse le sujet avec la vision de David Glory? Est-ce qu'il y a des questions sur cette initiative qui embarque les citoyens? Et on voit bien que vous mettez beaucoup de leviers, que vous mettez en place beaucoup de leviers, qu'il y a plein de types d'actions. Moi j'avais une question, c'est est-ce que vous arrivez à embarquer entre guillemets tous les citoyens? Bien sûr que non, mais tout type de citoyens, parce qu'on parle souvent des citoyens professionnels, ceux qui sont habitués à s'engager, ceux qui participent un peu à tout. Est-ce que, avec l'ensemble de ces actions-là, vous arrivez à aller chercher un peu plus loin? Alors là, j'ai beaucoup parlé des jeunes générations avec les lycées. C'est vrai que du coup, côté professionnel, on fait beaucoup de formations auprès des collectivités, que ce soit les élus, les techniciens. On a aussi des demandes au niveau des associations ou entreprises. Et en travaillant avec les collectivités, on a développé plus récemment des actions directement avec les centres sociaux pour aussi viser d'autres types de populations qui n'ont pas forcément cet accès-là aux ressources de la gestion des risques, justement. Pour essayer d'embarquer tout le monde. Est-ce qu'il y a des observations, des réactions? Le Pays Basque en force, comme toujours. Hein. Ouais, c'est sûr que là, je parle de quelque chose que je connais aussi. C'est juste sur cette entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, il y a une route. Oui. Cette route, elle menace de s'effondrer, on le sait. Parce que je veux dire, quand on habite là-bas, c'est difficile de ne pas se rendre compte qu'il y a un changement climatique. Et je me demandais, sur cette question particulière, on voit qu'il y a une grosse résistance de la population. Enfin, je ne sais pas trop. J'aimerais bien savoir ce que vous pourriez en dire. Oui, alors ce n'est pas nous qui décidons du devenir de la route d'Hendaye. Par contre, effectivement, on a beaucoup de retours des citoyens. Et c'est vrai qu'on observe un peu les deux côtés. Et l'idée, c'est aussi de les amener sur le terrain et de leur montrer que ce n'est pas contre eux, mais c'est aussi en s'adaptant à ce qui se produit. Qu'il existe ces problématiques de route. Et en fait, encore hier, on amène l'ensemble des citoyens qui le veulent sur un bateau et on observe la falaise de loin pour voir ce qui se passe aussi en dessous et sous leurs pieds. Et c'est vraiment pour leur dire, c'est pas contre vous et juste pour embêter tout le monde, mais en fait, c'est qu'il existe un réel risque là, juste sous vos pieds. Et sur ça, on peut peut-être justement mobiliser David Glory, puisqu'on a l'impression que tout ce que vous faites, Manon, c'est pour faire comprendre, pour faire participer, pour former les citoyens. Finalement, c'est un préalable indispensable à la décision dont vous parliez, à l'action politique. Et ça, c'est justement ce sur quoi vous travaillez, David Glory. Donc, vous êtes docteur en anthropologie sociale et en ethnologie au CEDS de l'Université de Bordeaux. Vous travaillez notamment sur la question de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Mais dans ce sujet qu'a présenté Manon, comme dans celui de la fabrique de la culture du risque, il s'agit de quoi? De fabriquer un terreau fertile à la décision politique, c'est ça l'enjeu? Oui, je vais me lever peut-être, ça va être mieux. Merci de me donner la parole. Alors effectivement, la transition, elle est là-dessus, sur le côté... les limites qu'on peut observer, vous l'avez rappelé, sur ce genre de projets qui sont fondamentaux, parce qu'en fait, ils permettent justement de créer ce terreau fertile qui permet à des individus qui ont l'envie, la sensation, le besoin de se former, de s'interroger, etc., de trouver des possibilités d'agir. Et en même temps, on note évidemment que ce genre de projet souvent a des difficultés à aller chercher, à aller creuser les inégalités d'accès à l'information et surtout la difficulté de donner les moyens tangibles de pouvoir mettre en adéquation, on va dire, ces envies de transition avec ces capacités économiques qui souvent font défaut. C'est un élément qui est fondamental parce que c'est là où se joue le risque de stigmatisation d'une partie de la population sur une autre. Typiquement, quand on est dans des formes d'injonction, de changement de pratique sans avoir les moyens de pouvoir le faire, là typiquement on est sur des formes d'injustice sociale et on sait que derrière c'est des modalités qui peuvent être très graves. Les gilets jaunes ont été un des marqueurs forts sur ce côté-là. Le parallèle que je vais faire, c'est sur et donc l'ouverture que je propose, c'est sur la partie transition alimentaire sur laquelle moi je travaille, où on a eu pendant 20 ans des injonctions individuelles au changement de pratique, c'est-à-dire, vous avez tous entendu, manger 5 fruits et légumes par jour, favoriser du bio, favoriser du local, manger, bouger à la fin de chaque publicité ou mouvement des chips ou autre. On a vraiment placé entre les mains du consommateur la responsabilité individuelle de changer de pratique. Et on voit que les limites de cette voie, c'est typiquement on ne permet pas à une partie de la population de pouvoir transformer ces modes d'alimentation. Ce qui s'est passé dans la question de la transition alimentaire, c'est qu'on est passé d'une vision individuelle à une vision collective en essayant de développer ce qu'on appelle la démocratie alimentaire. C'est-à-dire, en gros, on repolitise, alors c'est curieux parce que le mot n'est pas apparu, mais on repolitise la question de l'accès à l'alimentation et on donne les moyens à l'ensemble des citoyens
en tant que citoyen et non pas en tant que consommateur, de pouvoir agir sur son alimentation. Alors c'est les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation comme on a actuellement en Gironde, mais c'est vraiment cette idée qu'on crée un espace démocratique où on va pouvoir, ça a été dit plusieurs fois, créer des nouveaux imaginaires et surtout aussi gérer la conflictualité que ça implique. C'est-à-dire, vous veniez tout de suite de parler de la conflictualité qu'il y a autour de cette fameuse route où objectivement, à un moment donné, elle va peut-être devoir disparaître, mais en même temps, ça pose énormément de conflits et cette conflictualité-là, en fait, il faut la gérer. Alors, soit on la gère de manière arbitraire et administrative, soit on la gère de manière démocratique. Et donc là où je veux en arriver par rapport à ça, par rapport à ce que vous évoquez, c'est comment on peut essayer de repolitiser entre guillemets la question de la gestion de l'érosion côtière, comment on crée des espaces où on peut justement en tant que citoyen de manière universelle s'y investir pour construire une culture cette fois-ci politique, on va dire, de la gestion du risque, parce que le risque en soi, il n'existe pas. Le risque, c'est la rencontre d'un aléa climatico-environnemental et d'une gestion politique. Pour en arriver à où ? Voilà, la question qui s'est passée dans ces transitions alimentaires et que je mets là sur le volet de ces questions d'érosion côtière, c'est comment on pourrait arriver potentiellement à créer une démocratie qui serait universelle, qui serait directe de justement cette gestion des risques. Merci beaucoup, David Glory. Manon, est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que, pour résumer, dites-moi si je me trompe, vous faites le pari, vous, de dire que plus vous impliquez les citoyens dans le sujet en amont, plus vous les faites participer, plus ils trouveront les décisions justes et légitimes. C'est ça le pari politique pour faire le lien avec David Glory ? C'est un peu ça, et peut-être qu'aussi les modes de gestion seront différents et les habitants seront plus écoutés aussi par les collectivités directement. Et c'est vrai que c'est pas seulement de leur faire accepter la décision, c'est de les faire participer. Voilà, à la décision. exactement. Pouvoir réussir à les faire agir en fait directement. Et c'est vrai qu'on parle de gestion des risques, mais l'idée c'est de changer la perception aussi qu'ont les gens, et les risques ça fait pas forcément peur, on peut s'y adapter. Et au final il y avait déjà des solutions trouvées par le passé, comme par exemple face à des inondations, la vie à l'étage lorsqu'on habitait à côté d'un fleuve. En fait il y a plein de solutions qui étaient déjà dans le passé, qui ont été oubliées aussi, et sur lesquelles on pourrait s'appuyer en fait aujourd'hui sans aucun problème, et on pourrait s'adapter face à certains risques. Et c'est aussi ça la culture du risque, il y a une forme d'oralité aussi. À parler des expériences du passé, est-ce qu'il y a encore des réactions ou des questions sur ce sujet ? Oui, j'en vois deux, fabuleux. Bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est que je voulais savoir si est-ce que vous travaillez en réseau, notamment par exemple avec l'Association française des catastrophes naturelles et de la prévention des risques. Est-ce que par qui vous avez été formé ? Et enfin, la question, tout ce que vous avez, c'est de la prévention. Et donc là, c'est pas forcément une question, c'est plus de l'observation. Effectivement, la prévention permet aussi aux citoyens lambda, certes de prendre conscience, mais de se préparer au cas où, et parce qu'on sait bien que quand le risque est là, quand la catastrophe est là, on manque de moyens pour réagir, et du coup la prévention permet quand même de se préparer et d'être paré à ce type d'événement. Alors ça fait beaucoup de questions en une. La formation, la prévention et vos partenaires. En gros, c'est ça ? Donc les partenaires, on travaille en réseau, mais pas forcément avec d'autres associations, mais on essaye de travailler justement avec le BRGM, le Conservatoire du Littoral, et aussi les collectivités, et voir aussi les demandes des différentes collectivités, donc que ce soit au niveau des communes, au niveau de l'agglo. Ensuite, au niveau des formations, donc c'est pas moi qui fais les formations, c'est mon binôme Alistair Brockbank qui est aussi chargé de mission, qui est initialement géographe et qui a été formé auprès de l'IFRE sur cette thématique justement de perception des risques. Et ensuite, il restait une troisième question. La prévention, je crois. La prévention. Donc nous, on agit beaucoup avec les citoyens sur le terrain directement pour prévenir, mais on donne aussi sur notre centre de ressources que vous avez là à droite tous les outils faciles d'accès justement pour comment se préparer face aux risques, avec les différents kits de sécurité bien sûr, et selon les risques qui sont rencontrés, que ce soit inondation, érosion, submersion ou même la pollution chimique, plein de risques là-dessus. À notre volet de sensibilisation. Merci beaucoup. Il y avait une question de monsieur. Merci pour votre présentation. Donc si, en gros, j'ai bien compris, c'est d'aller au-delà du cercle qui concerne, par exemple, les plans communaux de sauvegarde. Oui. Pour les municipalités qui ont subi une catastrophe où il y a eu un arrêté, ou même des municipalités volontaires qui se préparent à une situation de crise, donc pour apporter une réponse fondée sur justement une organisation des citoyens. Et il y a également l'autre cercle, je peux dire, c'est la réserve citoyenne. Voilà, donc globalement, vous voulez aller au-delà
C'est ça. de ces groupes déjà, on peut dire, identifiés, sélectionnés. C'est ça, on essaye de travailler justement en complémentarité et en faisant connaître les groupes qui existent déjà aussi. Travailler avec les collectivités territoriales par rapport justement à ces dispositifs. Oui, bien sûr. D'accord. Merci Manon Villalba. Il y avait une question ? Oui, parce que je suis peut-être un peu hors cadre du sujet, mais ça m'intéresse pas parce que nous, on a un chercheur chez nous qui travaille sur la gestion du risque par rapport au problème d'assurance. Là, finalement, est-ce qu'on peut assurer le monde de demain, quoi. Ouais. Et je sais qu'en fait, eux, ils travaillent pas mal sur la forêt, qui est apparemment le premier secteur, parce que je pense qu'il est assez stratégique aussi économiquement, quoi. Et est-ce que voilà, vous parliez par rapport aux collectivités, je sais que Biarritz avait commencé à réfléchir par rapport aux submersions et comment assurer son littoral qui est assez touristique. Et voilà, est-ce qu'il y a eu des réflexions par rapport à ça? Je pense pas du travail, puisque je pense que c'est assez compliqué, mais au moins des réflexions. Ou est-ce que c'est un enjeu que vous avez perçu par rapport à certains acteurs, quoi? Alors, nous, on ne travaille pas directement sur cette thématique-là. Par contre, on donne le relais à la communauté d'agglomération Pays Basque qui travaille beaucoup, justement, en ce moment sur cette thématique-là des assurances. Donc, je ne sais pas trop où ils en sont encore exactement, mais nous, on donne le relais par rapport aux assurances là-dessus. Et on sait que c'est un sujet pour toutes les communes qui ont été touchées par des catastrophes naturelles. On l'a vu notamment après Xynthia, je crois, beaucoup en Vendée. Merci beaucoup Manon Villalba. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à poursuivre les échanges tout à l'heure.